Oui, bonjour à tous. Donc, par quoi ça marche ce truc-là? C'est ça qui les fait avancer. Donc, je vais vous parler aujourd'hui de la dimension européenne de l'IA et plus particulièrement face à la Chine. J'étais hier à Bruxelles pour parler de l'Europe et maintenant on parle beaucoup de tous les sujets dont M. Poupart nous a parlé juste avant, en particulier d'audit. Donc, ce que je vais essayer de faire, c'est de parler en fait de ce qu'on peut aujourd'hui qualifier de course à l'IA. Et ensuite un petit zoom sur la Chine, la France et l'Europe pour regarder un peu plus précisément comment ça se passe. Donc d'abord, la première chose à comprendre, et c'est pour ça qu'on parle de la course à l'IA, c'est que des plans IA, tout le monde en a. Tout le monde a son plan. Donc vous voyez les petits drapeaux avec les dates de tous les pays qui ont publié leur plan. Donc ça a commencé en 2017, avec le Canada en particulier. Et puis au fur et à mesure du temps, les pays ont déroulé leurs actions. J'ai emprunté beaucoup de ces slides à des gens que je cite, donc vous aurez les liens éventuellement dans la présentation qui pourra être mise en ligne. Donc tout le monde a son plan. Ce qui est intéressant, c'est de voir un petit peu les différences entre ces différents plans. D'abord, la première différence, c'est bien entendu les masses monétaires en jeu. Sur ce graphique, vous voyez clairement que les masses aux États-Unis, on parle de 15 à 23 milliards. En Chine, on dit 8 à 12. Enfin, en Asie, on dit 8 à 12. C'est un mensonge, je pense. Ce slide est carrément faux. En Chine, il y a probablement plutôt de l'ordre d'une centaine de milliards qui est investi. Donc aujourd'hui, les investissements sont absolument massifs en Chine. Face à ça, l'Europe, pour l'instant, 3 à 4 milliards. Dans son prochain plan, après H2020, le plan suivant de l'Europe parle de 20 milliards par an, tout confondu, comme on fait en Europe, c'est-à-dire en comptant l'investissement de l'Europe, l'investissement des pays membres pour abonder, etc. 20 milliards par an, personne ne sait trop où est-ce qu'on va les trouver, mais vous voyez en tous les cas que la bataille est d'abord une bataille de chiffres pour savoir combien on va pouvoir mettre sur la table, et malheureusement, le plus riche en général a de bonnes chances de gagner un peu mieux la bataille, ou plus facilement ou plus vite. Alors aux États-Unis, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dès Obama, l'idée du big data, pour moi l'IA, ça n'a rien à voir avec McCarthy, bien entendu. Ça a beaucoup à voir par contre avec machine learning, avec big data, et maintenant on parle d'IA. Mais toutes ces choses-là, c'est en fait, j'aime bien ce que disait M. Poupart, c'est en fait, on ne devrait pas dire intelligence artificielle, on devrait dire informatique avancée. C'est vraiment la pointe de l'informatique, la digitalisation ou la numérisation de l'économie qui trouve son expression la plus complète en fait aujourd'hui avec l'IA. Donc dès son élection, Obama s'est fait élire très largement grâce à son utilisation de techniques de machine learning sur les données dont disposait le Parti démocrate. Et vous voyez qu'ensuite, on a dit dans la presse très clairement, puisqu'ils ont communiqué très ouvertement, on a dit très clairement dans la presse que le winner de cette élection, en fait, c'était le big data. Il se trouve qu'à l'époque, je travaillais dans une société qui s'appelait KXEN et que nous avions vendu le logiciel de machine learning qui a permis cette chose-là. Donc, le big data, l'IA, aux États-Unis, aussi grâce au GAFA bien sûr, c'est complètement au cœur du sujet. On peut dire aussi que Trump a été élu grâce à l'IA, sauf que lui, il a utilisé des données qu'il n'avait pas, qu'il s'est procuré par des moyens, disons, divers. Donc, on voit bien qu'aux États-Unis, à la fois du côté politique, à la fois du côté économique, l'IA est vraiment au cœur de la machine. Et on s'attendrait à trouver des plans IA très actifs. Il y en a eu un sous Obama, mais juste avant les élections. Ensuite, Trump est arrivé à, en gros, tout arrêter. Et il semblerait que peut-être, éventuellement, l'IA va redevenir un sujet avec des financements en face. Ce qui fait que ce n'est pas encore clair. Ça n'est pas vraiment exprimé en tous les cas. On dit que c'est très très bien, mais si on ne met pas de budget en face, il ne se passe rien. Par contre, ce qui est clair aussi, c'est qu'aux États-Unis, le driver des financements de la recherche en IA, c'est la DARPA. Donc la DARPA
systématiquement et continuellement mis des financements pour l'IA. Je mets ici un slide où ils annoncent en fait, ce qui est intéressant, dans leur plan des sujets très particuliers. Donc ils disent très clairement les sujets sur lesquels ils vont travailler, en particulier la reliability, c'est le fait qu'on puisse avoir confiance, on puisse être sûr que la chose va bien fonctionner comme prévu, ce qui n'a strictement rien à voir avec Asimov, bien entendu. Donc on veut vraiment avoir des systèmes qui fonctionnent de façon très efficace. On veut avoir exactement le sujet dont parlait M. Poupart, corrupted data, c'est-à-dire ce qu'on appelle l'IA adversarielle. Si je veux corrompre votre système d'intelligence artificielle, qu'est-ce que je dois faire ? Donc de la recherche là-dessus, bien entendu, pour l'éviter. Je pense que la question n'est pas d'aider les gens à le faire. Ensuite, tout ce qui est bien sûr high performance, c'est-à-dire est-ce qu'on est capable d'avoir des systèmes qui fonctionnent plus vite, mieux, etc. Et puis enfin, la next generation AI, c'est l'explicabilité. Donc on est tous aujourd'hui complètement focalisés par le deep learning qui a ses problèmes, en effet, qui n'est pas explicable. Ceci dit, il y a plein d'autres techniques en IA, et je dirais qu'il y a peut-être 5% des applications aujourd'hui en deep learning et tout le reste, c'est du machine learning classique. Le problème se pose essentiellement pour le deep learning. Il y a bien d'autres sujets où il n'y a pas vraiment de problème d'explicabilité. Mais le deep learning, ça ne fonctionne pas. Donc vous voyez qu'aux États-Unis, la DARPA mène le jeu, et mène le jeu sur des sujets qui sont vraiment les sujets, les bons sujets. Ils ont vraiment choisi et clairement choisi. Alors je fais un zoom, je vais très très vite sur le Canada. Le Canada très très tôt a investi en IA. Alors vous avez tous vu passer le prix Turing il y a 2 semaines. Le prix Turing a récompensé 3 chercheurs, un Français, ex-Français en tous les cas, qui a fait sa thèse en France, et avec moi, oui, et 2 Canadiens, donc Jeff Hinton et Yoshua Bengio. Donc le Canada, dès le début, a porté les efforts d'investissement en IA, en particulier en deep learning, à une époque où ça ne se faisait vraiment pas. Donc ici, je cite un certain nombre d'initiatives avec des millions de dollars canadiens. En général, le ticket est à 100 millions, mais on voit qu'entre 100 millions et 100 milliards en Chine, on est encore loin du compte. Donc le Canada très actif, avec en particulier l'Observatoire international sur les impacts sociétaux, qui je pense est quelque chose de très intéressant. Regardez un petit peu ce que l'IA va faire dans les sociétés, comment ça va changer les jobs, comment ça va changer les prises de décision, comment ça va changer l'organisation du travail, etc. Tous ces sujets seront traités dans cet Observatoire national. Ensuite, la Chine. Bon, la Chine... c'est un pays qu'on connaît mal, que vous connaissez sans doute mal. Je viens d'y passer 3 ans, donc je connais mal aussi, mais un petit peu moins mal, on va dire. La chose qui est la plus étonnante en Chine, c'est toutes les sociétés dont vous n'avez sans doute jamais entendu parler et qui sont en fait les équivalents. Alors, vous connaissez tous GAFA, Google, Apple, Facebook, Amazon. Il y a exactement l'équivalent en Chine. Ça s'appelle BAT, ou BATX, selon les cas, donc Baidu, Alibaba, Tencent et Xiaomi. Ces sociétés-là sont des sociétés qui, tout simplement... Alors, il y en a d'autres dont vous n'avez jamais entendu parler. JD.com, par exemple, qui est une société de commerce électronique qui, à mon avis, va écraser Amazon, mais en beauté. C'est une société d'une efficacité redoutable. Vous pouvez tout acheter sur JD.com. Quand ça va arriver en France, ça va se voir. Hein, la Fnac, tout ça, je crois qu'il y a des problèmes. Donc des très grosses sociétés. Et si vous regardez le ranking, pour parler français, des sociétés Internet dans le monde, eh bien vous voyez que toutes ces sociétés, c'est Amazon et Alphabet, donc Google, et puis derrière JD.com, celui dont je vous parlais, Facebook, Alibaba, Tencent, etc. Donc vous voyez que les sociétés chinoises sont déjà, les grosses, sont déjà au niveau des sociétés américaines, et elles ont réussi à atteindre ce niveau par un système très simple. J'interdis Google en Chine, et Baidu devient le leader. Facile, c'est d'une facilité biblique. Donc j'interdis Facebook et à la place, Tencent WeChat prend la place. Donc le système chinois est très très simple, d'une brutalité assez élémentaire, on va dire, mais fonctionne remarquablement. Alors, en juillet 2017, donc je vais aller rapidement parce que la chose est un peu compliquée. En juillet 2017, la Chine publie son plan IA
Et ce plan IA, clairement, c'est un plan cadre, on va dire. Ensuite, ils publieront des plans d'action. Le premier est sorti en décembre de la même année. Ce qui est intéressant, c'est la phrase du haut. D'accord? The core of AI development lies in the massive amounts of data. Ça tombe bien, la Chine, ils ont des données massives. Avec 1,4 milliard de citoyens, ils en ont beaucoup plus que nous avec nos 60 millions. Donc, ils ont tout ce qu'il faut pour ça. Par contre, c'est la deuxième partie qui m'intéresse le plus. We believe that AI presents the most favorable opportunity for us to lead the world. Donc pour les Chinois, c'est clair, l'objectif, c'est de reprendre la place qui est naturellement la leur, à leur avis, c'est-à-dire d'être le centre du monde. La Chine, Zhongguo, c'est le pays qui est au centre du monde. Donc c'est ça le but. Donc leur objectif est absolument clair, reprendre leur position au centre. Ils ont des plans d'action qui sont très intéressants. Je vous conseille fortement de lire les liens qui sont là. C'est tout en chinois, mais un traducteur vous traduira ça parfaitement bien. Ce qui est fascinant dans leur document, c'est la clarté de l'analyse, la clarté des objectifs. Et vraiment, les méthodes sont vraiment bien alignées avec leurs objectifs. Ils ont des problèmes de société, ils ont des problèmes d'industrie. Tous ces problèmes-là sont analysés clairement, précisément. Ils annoncent à la fois un travail sur la théorie, à la fois sur les outils techniques, les plateformes, les outils hardware, on va dire, et également sur toute la question des talents. Et pour eux, les talents, eh bien, on va les chercher à l'étranger. C'est ce que j'ai fait en allant passer 3 ans en Chine. Je pense que j'en ai appris plus d'eux qu'ils n'ont appris de moi, mais ça, c'est mon opinion. Bon, ensuite, pour l'instant, ils annoncent 51 milliards à 2020, mais vous voyez, on parle de 234 milliards en 2018 déjà. Donc, les Chinois sont là, clairement, pour gagner le jeu. Ils ont déjà déployé tout un tas d'applications partout. Donc, avec leur système de données massives, ils ont réussi. Ici, je montre quelques exemples avec SenseTime et Face+. Ils ont réussi, en ouvrant le robinet des données sans aucune limite. Il y a des caméras partout en Chine. Vous êtes une société, vous arrivez, vous avez une bonne idée de reconnaissance faciale. Eh bien, on vous donne accès à tout. Éthique. Enfin, je ne sais pas comment on épelle ça en chinois. D'accord? Donc, en fait, la façon des Chinois, c'est très simple, c'est de choisir quelques entreprises. On en choisit en général 2, 3, 4. On leur donne toutes les données et que le meilleur gagne. Le meilleur a gagné en 3 ans, est devenu le leader mondial en reconnaissance des visages. Donc, ils vont dérouler comme ça tous les sujets les uns après les autres et ils lèvent de l'argent partout dans le monde, bien entendu. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, avec ça, ils délivrent des services aux citoyens. Les services aux citoyens, ça peut être, par exemple, avec ce système de reconnaissance de visage, quelqu'un traverse le passage piéton alors que le feu l'interdit, eh bien, il est reconnu instantanément, sa photo est affichée sur un écran avec son nom. Et tout le monde dit, ça, c'est pas un bon citoyen, c'est pas bien. Très, très mal. Donc ça va rentrer, le résultat de ce système de reconnaissance faciale va rentrer dans un score social. Ce score social va être nourri de tout, de plein de choses, en particulier de toute votre activité sur WeChat, sur Facebook, si vous voulez. Sauf que WeChat a beaucoup plus d'activités, on va dire, que Facebook. On fait beaucoup plus de choses sur WeChat. On vous dit en Chine, ne perdez votre porte-monnaie, on s'en fiche, perdez pas votre téléphone avec WeChat, parce que là, ça va mal. Donc, en gros, avec WeChat, avec toute votre vie, en fait, ce que vous payez, comment vous achetez au restaurant, comment vous faites vos courses, etc., on va vous créer un score social qui va décider de votre droit de prendre le train, l'avion, d'envoyer vos enfants à l'université, etc. Donc, pour nous, c'est juste, évidemment, complètement incroyable. Pour les Chinois, c'est considéré comme un service. Eux, ils considèrent, ils ont une vision de la société qui est très différente de la nôtre. Donc voilà ce qui se passe, en tous les cas. On peut aussi avoir un petit robot qui vous livre votre repas dans la rue. Vous tapotez sur votre téléphone le supermarché local et le supermarché vous livre à travers un petit robot. Donc plein de choses, l'IA est partout.
la capacité d'adoption des nouvelles technologies par... Emmanuel vient juste d'arriver. La capacité des nouvelles technologies en Chine à diffuser dans la société est absolument extraordinaire. Nous avons en France peur de tout, des technologies en particulier, de l'IA évidemment. Les Chinois, eux, ont au contraire une très grande appétence, un peu comme les Japonais. Donc tout ça, ça se diffuse à toute allure. Avec le plan en face, tout ça va donner des services et ça va y aller. Alors j'ai essayé de comparer ces atouts-là, rapidement, entre l'USA, la Chine et le Canada, en 3 minutes. On voit que les niveaux d'investissement sont très différents. J'ai envie de dire que l'USA, aux États-Unis, aux USA, c'est tracté par la défense. En Chine, c'est tracté par l'industrie. L'usine du monde va devoir se transformer en une usine à qualité. Ils ont un produit MiG-25 qui veut dire Made in China 2025, qui veut dire que Made in China sera un symbole de qualité. Donc c'est ça leur but. Nous, en France, au Canada, on a vu, c'est surtout tracté par la recherche. Alors, pour passer rapidement en France, on a eu 2 plans IA, comme aux États-Unis. On a eu d'abord le plan Hollande, puis ensuite le plan Villani. J'ai envie de dire que ces plans-là sont essentiellement des plans qui sont orientés recherche. Le plan Villani est un plan essentiellement orienté recherche, dans lequel les aspects industrie sont vraiment très manquants. On voit arriver un certain nombre d'actions. Donc Bertrand Payès, qui est l'exécuteur en chef de ces actions IA du gouvernement, commence à sortir des actions. Donc il se passe des choses effectivement en France. J'ai envie de dire pas assez vite, plus vite. Il faudrait qu'on soit beaucoup plus rapide. Les Chinois sont partis, je rappelle, en juillet 2017, d'accord ? Donc on est en retard, on est très en retard. Je parle également donc du plan IA de la région Île-de-France. La région Île-de-France aussi a un plan qui est assez intéressant, en particulier la partie PAC IA sur les PME. Il y a également l'agence innovation d'Emmanuel Chiva sur l'innovation dans la défense. Toutes ces choses-là vont dans le bon sens. Il faudrait juste que ça aille beaucoup plus vite. Demander 10 fois plus de financement, il n'y a pas, donc il faut qu'on fasse au mieux avec ce qu'on a. Je vais terminer rapidement avec l'Europe. Je pense qu'on a dit très clairement que l'IA, c'est d'abord un problème de données, évidemment. En France, on n'a pas assez de données. En se regroupant avec l'Europe, on augmente notre accès à des données. Si on arrive à mettre en place des systèmes de standardisation, de partage, des plateformes de données qui permettent ça. Donc l'Europe est partie en fait pour dire on veut mettre en place de l'IA, mais une IA qui va servir les citoyens. Donc c'est très clair que le but de l'Europe, c'est de construire ce qu'ils appellent Human-Centered AI, c'est-à-dire une IA vraiment au service des citoyens pour maximiser les bénéfices de l'IA. Alors avec tous les sujets que vous voyez, dont la cybersécurité. Il va y avoir des investissements assez importants. Il y a en ce moment un gros projet qui est mené par Thales avec un financement de 20 millions d'euros qui s'appelle AI4EU, qui va 80 partenaires, qui va développer une plateforme sur laquelle toutes les ressources possibles et imaginables en IA seront déposées et qui seront donc accessibles à tous les Européens. Également, ce qu'on appelle les Digital Innovation Hubs, qui sont des centres. TerraLab est un exemple ici à Paris. Ces centres-là sont des centres sur lesquels vous pouvez apporter vos expérimentations, vos ensembles de données, vous avez des supports, etc. Il y aura des financements importants là-dessus. Et vous voyez que l'objectif, c'est bien d'investir 20 milliards d'euros par an à partir de 2020, après 2020. Et enfin, le dernier point, c'est que la Commission est très attentive à l'éthique, pense que, contrairement à la Chine, nos citoyens, pour qu'ils acceptent l'IA, ils doivent lui faire confiance, et cette confiance passe par des produits dans lesquels l'éthique est là by design, comme disait M. Poupard. Ce qu'il faut bien comprendre, donc on a sorti un rapport là, qui a été annoncé en fait avant-hier. Je vous invite à regarder ce rapport. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est pas le énième rapport sur l'éthique, c'est pas ça le sujet du tout. Le sujet, c'est, ok, c'est bien l'éthique, mais finalement, comment je l'implémente? Comment je la mets en œuvre? Comment je vérifie que... Donc il y a une checklist
qu'on va raffiner. Il y a une phase de pilotage de pilote qui sort maintenant. C'est vraiment de rendre ça effectif. Parce que by design, c'est bien gentil, mais il faut en fait faire tout le cycle de vie du développement des produits et des applications pour s'assurer que l'éthique est là tout du long, de façon à construire la confiance. Donc regardez ce document, c'est un document, je dirais pratico-pratique, très pratique sur ces aspects-là, pas du tout un document de philosophie sur l'éthique, mais vraiment un document concret d'implémentation. Qui est-ce qui va bénéficier le plus de l'IA? Je vous laisse regarder ce slide-là et je vais m'arrêter là.